Tout le monde m'entend. C'est parfait. Pardon? Ouais, je t'entends pas non plus. Est-ce que Pascal, tout le monde est quasiment tout le monde est là. Alors on va commencer parce que ça va être très dense aujourd'hui. Merci et bienvenue au Chris Tour de Strasbourg 2024. Je suis Yann Boulier, MSP Manager chez Chris Réseau. Aujourd'hui, l'objectif est de passer un petit peu à la phase 2 de Nice 2. Déjà, j'ai une question pour vous. Qui a entendu parler de Nice 2? Alors ça, c'est une bonne statistique parce qu'il y a un an, il y avait 2 mains qui se levaient dans la salle. Donc c'est déjà une très bonne chose. Donc effectivement, on a pu, et vous avez pu voir beaucoup d'informations sur Nice 2, sur les différentes plateformes, LinkedIn, ou les événements qu'on a pu faire. Donc on va faire quelques rappels très rapides sur Nice 2. Et aujourd'hui, l'objectif, il est de vous parler des solutions et des fonctionnalités que les différents éditeurs du portfolio de Chris Réseau vont pouvoir vous apporter. Et puis on va regarder aussi quelques consoles de management. Donc la Nice 2, c'est dans 5 mois. Ça arrive dans 5 mois. La situation est que on est toujours en train de d'écrire la loi de transposition en France. Nice 2, l'objectif, c'est de renforcer, encore une fois, la cybersécurité au niveau européen pour uniformiser au niveau des différents États membres la cybersécurité et avoir une meilleure dynamique au niveau de l'Europe. Alors, les petits rappels. Comme vous le savez, les sociétés directement concernées par Nice 2, ça va être les sociétés qui vont être à minima de 50 personnes et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Différents critères, entité essentielle, entité importante. Ça, on l'a déjà vu. Vous avez un espace qui vous permet de savoir si vous êtes concerné en rentrant certains critères. Alors, vous pouvez le faire pour votre entreprise, mais vous pouvez le faire aussi pour certains de vos clients, pour savoir s'ils vont être directement ou pas concernés. À savoir que ils seront concernés s'ils font partie de ces différents secteurs d'activité. Pour rappel, les petits plus rouges sont les secteurs d'activité qui ont été rajoutés dans la version Nice 2 versus Nice 1. Alors Nice 1, ça concernait 300 entreprises en France. On considère que que Nice 2 va concerner 15 000 entreprises en France. En Allemagne, c'est encore pire, on passe de 1800 entreprises à plus de 30 000. Donc il va y avoir un business absolument considérable autour de ça. Donc l'espace suis-je concerné, on vous renverra la présentation pour que vous puissiez le tester. En termes de sanctions, les sanctions, au niveau des amendes, si une entité directement concernée par Nice 2 ne respecte pas les obligations qu'on leur a imposées, ils pourront subir jusqu'à 7 ou 10 millions d'euros d'amende ou un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires annuel. Petite réflexion par rapport à ça, il y a des clients qui vont vous dire « Oui, mais ce que vous me proposez, ça coûte cher. » Ça coûtera toujours moins cher que l'amende. Donc, il ne faut pas penser non plus que, comme pour la RGPD, oui, c'est quelque chose d'administratif et de toute façon, avant que l'ANSSI nous tombe dessus pour appliquer des amendes, on peut prendre le risque de prendre l'amende, mais le jour où on va la prendre, ça va faire très très mal. Le deuxième sujet, pour moi, qui est encore plus important, c'est les sanctions pour le top management. C'est-à-dire que si on ne respecte pas certaines directives, certaines obligations, on va pouvoir suspendre le top management et condamner les personnes morales, physiques, en leur interdisant de continuer à pratiquer leur métier, ce qui peut être légèrement problématique.
Alors, où on en est en France? Alors ça, c'est des informations que j'ai retrouvées sur le site de Wavestone. Au niveau de l'Europe, il y a 4 niveaux de maturité. Nous, on est au niveau 3, au niveau de la France. C'est-à-dire que ils sont en train de rédiger la loi de transposition. Donc ça a été signé en novembre 2022. Ils avaient 21 mois pour transposer ça. Il y a un premier texte qui devrait sortir au mois de mai. Alors bon, on est au mois de mai. Donc, à mon avis, ça va sortir dans les jours à venir. J'espère qu'on aura l'occasion, et on aura certainement l'occasion de revenir vers vous pour vous donner le détail de ces textes-là. Je pense aussi qu'on fera d'autres événements après cet été pour présenter ce texte de transposition, parce que la transposition dans la loi est propre à chaque État, et chaque État va pouvoir mettre ses virgules là où il le souhaite. Les dépenses de sécurité en Europe, ça devrait augmenter de plus de 12% en 2024. La cybersécurité, tout le monde y pense. On a les JO aussi, qui fait que ça fait beaucoup de buzz au niveau de la cybersécurité, des attaques qu'on va pouvoir subir. Donc ça, forcément, ça augmente les budgets des entreprises. Et bien entendu, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être directement concernées par NIS2 et DORA. DORA étant la partie qui concerne uniquement les entités financières, les institutions bancaires. 80% environ des PME, TPE consacrent moins de 10 000 € par an à leur cybersécurité. Ça fait pas beaucoup. Il faut leur faire prendre conscience que c'est une assurance. Encore une fois, est-ce qu'on dépense 10 000 €, 15 ou 20 000 € pour éviter de prendre une amende, que ce soit RGPD ou NIS2, et qui va représenter plusieurs millions ou un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Ça aussi, on peut le mettre en perspective. 66% n'appliquent pas les pratiques permettant d'atteindre le niveau de sécurité préconisé par l'ANSSI. Donc il y a du business. Il y a des choses à faire, il y a des choses à leur proposer. Et ce qui va être le plus important pour les entreprises aujourd'hui, c'est leurs données. J'invite souvent à analyser quel est le premier besoin, quelle est la première crainte pour un client final. Est-ce que c'est l'arrêt de sa production, l'arrêt de l'usine, ou est-ce que c'est la perte de sa donnée ? À combien estimez-vous la valeur de votre entreprise, la valeur de la donnée de votre entreprise? Si vous perdez ces données-là, si vous êtes un cabinet d'avocats et que vous perdez l'ensemble de vos données, ça peut poser problème pour le suivi des dossiers. Donc ça, c'est ça la corde sensible qu'on va avoir avec eux. Toujours sur la répartition des victimes d'attaques, spécifiquement sur la partie rançongiciel, on s'aperçoit que la majeure partie concerne des TPE, PME ou des collectivités locales. Les dernières attaques publiées, alors ça c'est des choses que j'ai récupérées pas plus tard qu'en début de semaine. On voit que ce sont des attaques qui sont déroulées du 10 avril au 13 mai. Ça tape un peu partout, que ce soit des villes. Alors il y a énormément de villes, d'agglomérations, communautés d'agglomération, des CHU qui se font taper en termes d'administration, mais il y a aussi des grosses sociétés comme Speedy ou de Richebourg, ou des plus petites entités comme l'aéroport de Pau ou leur école de commerce. Tout ça, ça a des impacts, ça pose problème sur le bon fonctionnement de ces entités. Pour rappel, donc la liste des 10 points d'obligation, on va les détailler avec les différentes solutions proposées par nos éditeurs. Chaque éditeur ici est présent, ils sont là pour répondre à vos questions suite à cette présentation. Donc, je vais traiter les 2.1 et 6 en même temps. Pourquoi ? Parce que politique relative...
politique relative à l'analyse des risques et sécurité DSI et procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion en matière de cybersécurité, on va retrouver deux éditeurs majeurs chez nous, qui sont TrendMicro et Enable. Sur TrendMicro, on va parler de Vision One. Beaucoup d'entre vous connaissent la solution TrendMicro. Vision One, c'est un pan, le pan Enterprise de TrendMicro. Aujourd'hui, la gestion des risques, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de choses à regarder, de plus en plus de choses qui nous remontent des informations. Et ces informations, on doit être en capacité de les corréler et de croiser ces différentes informations pour analyser les attaques et trouver les réponses à ces attaques. Aujourd'hui, TrendMicro propose cette console Vision One qui va être extrêmement large, qui va répondre, déjà collecter, qui va découvrir, évaluer, collecter un maximum d'informations sur tous ces différents points, que ce soit l'email, le endpoint, les services cloud, le réseau, la data et l'identité. Tout ça, c'est très important de collecter, de corréler tout ça. On va le voir un petit peu comment ça se passe dans la console. Au niveau de la découverte de la surface d'attaque, donc on parle de la solution ASRM, Attack Surface Risk Management, chez TrendMicro. C'est quand même assez sexy pour un client de lui dire, moi, en un coup d'œil, je vais pouvoir vous dire si vous êtes sécure ou pas. Je vais vous donner une note. Je vais vous donner une note de 0 à 100. Si vous êtes à 0, vous êtes pourri. Si vous êtes à 100, si vous êtes à 0, vous êtes très bien. Si vous êtes à 100, c'est une vraie passoire. Et l'avantage que TrendMicro va avoir aussi, c'est qu'on va pouvoir s'intégrer avec beaucoup de solutions tierces et donc récupérer, corréler les informations qui vont remonter de ces différentes solutions. Résoudre le problème de détection, compréhension et réponse aux attaques, c'est l'objectif. Donc, un petit schéma, forcément, on collecte les informations, on se retrouve avec un grand, ce qu'ils appellent le data lake, un grand lac de données. On va comparer ça avec différents services d'analyse d'attaque, le MITRE, etc. On va trier tout ça, on va traiter, on va diminuer le nombre d'informations qui va vraiment être pertinentes, on va trier et on va pouvoir enfin donner des réponses ou un résultat à l'analyse qu'on aura issu de toutes ces données. On va pouvoir avoir une visibilité, ça on va le voir par la suite, mais en gros quand on va subir une attaque chez un client, on va pouvoir rejouer cette attaque, voir comment elle a progressé dans l'entreprise, voir quelles machines ont été impactées, où est-ce qu'elle a pu se balader pour pouvoir faire de la remédiation, bien entendu, par la suite. Pourquoi TrendMicro ? TrendMicro, c'est déjà un éditeur japonais. Ils ne sont pas chinois, ils ne sont pas américains, ils ne sont pas russes. Et le Japon a signé un accord avec l'Europe qui fait qu'il respecte toutes les réglementations européennes, comme la RGPD. Donc c'est un acteur de confiance. Okay. Mais TrendMicro, déjà c'est un leader historique de la cybersécurité, sur le endpoint, le métier historique c'est sur la protection des serveurs, mais ça fait près de 20 ans qu'ils sont dans le top leader des éditeurs de cybersécurité. Un des points pour moi les plus importants et la valeur de TrendMicro, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce graphe qui vous le montre, TrendMicro détecte dans le monde près de 2/3 des attaques référencées. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que quand on est le premier à identifier une attaque, on est le premier à en donner la réponse. Ça, pour moi, c'est la valeur de TrendMicro. C'est leur capacité à collecter, ils ont des centres de données partout, des honeypots, des choses qui aspirent, des mails, des informations, des fichiers, ils analysent tout ça, et derrière,
ils fournissent, c'est une réglementation pareille, mondiale, hein, quand on détecte une vulnérabilité, on est tenu de la diffuser aux autres. Mais si TrendMicro détecte une vulnérabilité sur du VMware, par exemple, bah déjà TrendMicro va déjà donner sa réponse, va informer VMware, et VMware, ou Broadcom, va peut-être mettre quelques jours à délivrer le patch. Alors que TrendMicro étant à l'origine de la détection, eux, ils ont déjà la réponse. Votre client qui utilise du TrendMicro sera déjà protégé. Donc ça, pour moi, c'est une des plus grosses valeurs que TrendMicro va avoir. Et puis, Vision One, ça va être une économie de coûts. Pourquoi? Parce qu'à travers une seule et même console, on va pouvoir faire énormément de choses. Et puis, il y a une annonce que je vous fais aujourd'hui, c'est que certains d'entre vous sont MSP, peut-être utilisent déjà le portail LMP de TrendMicro, et on espère bien voir l'apparition de la console Vision One dans ce portail LMP, MSP, pour pouvoir distribuer des licences à la volée et de manière facilitée avec une facturation mensuelle. Donc ça, on reviendra bien entendu vers vous quand ça sera définitivement entériné. L'économie de coût, encore une fois, pour vous, en tant que partenaire intégrateur, l'idée est de ne pas forcément multiplier les outils. Quand vous avez un outil qui fait plein de choses, on n'a pas besoin de se certifier, de se former sur différents outils. Donc votre équipe technique va se concentrer sur une technologie, choisir cette technologie et faire un maximum pour exploiter cette technologie de A à Z. Alors, je le dis aujourd'hui sur TrendMicro, ça sera la même chose sur les autres éditeurs, du VAD, du Enable, ce que vous voulez, mais ne pas multiplier les technologies vous permettra d'optimiser vos coûts, bien entendu. Alors, au niveau de la console Vision One, eh ben, on se retrouve. Alors, je vais passer les slides rapides parce que vous allez voir qu'il y en a quand même un paquet. Mais en gros, on va se retrouver sur un dashboard qui va nous donner un niveau de risque index, 29 sur 100, et qui va donner cette fameuse note de sécurité. Et dans cette console, on va pouvoir se balader, on va pouvoir récupérer beaucoup d'informations. Au niveau de la security configuration, on va pouvoir voir tout ce qui est protection des endpoints, des serveurs, de la messagerie, tout ce qui est vulnérabilité. Et à chaque fois, on va avoir le lien pour cliquer et y avoir le détail de ces différentes informations. Sur l'attaque Surface Risk Discovery, par exemple, alors là, je clique sur une machine particulière qui va s'appeler PC 6N31 LB3, et puis on va avoir les vulnérabilités de chaque machine. Donc on va pouvoir détailler chaque machine, les vulnérabilités, cliquer sur cette vulnérabilité, avoir le détail de cette vulnérabilité, et peut-être la réponse, les actions qu'il y a à faire. On va avoir toute la partie Internet. Si je clique sur la partie chrisreseau.com, ça c'est un exemple, je vais voir que le nom de domaine chrisreseau.com a un risk score de 46 sur 100. Tentez pas les attaques, on saura que c'est vous. On va revenir en arrière, on va pouvoir voir les différents comptes utilisateurs. Donc il y a les machines d'un côté, mais il y a aussi les comptes utilisateurs de l'autre côté. Farid, eh ben, on va avoir sa note de sécurité. Encore une fois, on va pouvoir améliorer le niveau de sécurité à chaque fois, que ce soit pour un device, pour une personne, pour un nom de domaine, pour des applications. Au niveau des applications, par exemple, si je veux cliquer sur les applications locales et que je veux détailler l'application Mozilla Firefox, je vais voir que j'ai un haut risque
avec une note de 71 sur 100, il va falloir que je fasse une action sur cette application pour améliorer cette note et diminuer mon risque d'exposition. Au niveau de l'operation dashboard, pareil, on va se retrouver toujours avec cette fameuse note. Et là, on a un petit point qui est intéressant, c'est le select goal. C'est que aujourd'hui, on a une note de 29 sur 100, mais comment je peux l'améliorer? Et encore une fois, c'est la solution Vision One qui va vous accompagner de A à Z, qui va vous dire, est-ce que vous voulez matcher avec à peu près la moyenne de l'industrie dans laquelle vous vous situez. Là, si on se focus sur le top 10 des impacts, eh ben on va, si je clique là, on va pouvoir passer de la note 29 à la note 13. C'est les recommandations qu'on va pouvoir donner aux clients pour justement diminuer son exposition aux risques les plus impactants. Une vulnérabilité, je vais pouvoir cliquer sur cette vulnérabilité, je vais pouvoir en avoir le détail, je vais pouvoir la remédier et y répondre. Et, pardon, cette vulnérabilité, on voit que, en particulier, elle va concerner ces différentes machines, la liste des machines. Une vulnérabilité va concerner plusieurs machines. Dashboard and report, bien entendu, du reporting. J'ai toujours l'habitude de dire que si vous ne donnez pas de la visibilité à la cybersécurité que vous proposez à vos clients finaux, les clients finaux balancent de l'argent à fond perdu. Ils ne voient pas, ce n'est pas concret. Donc fournissez des rapports à vos clients. C'est très important. Parce que là, on matérialise. Typiquement, on matérialise le budget. Ils disent, bah oui, mais moi je dépense 10 000, 20 000 ou 50 000 euros, mais je ne vois pas. Je ne vois pas ce que ça vaut, ce que ça apporte à mon entreprise. Donc quand on fournit des rapports en disant, tiens, ce mois-ci, on a arrêté tant d'attaques, des attaques DDoS, on a arrêté tant de ransomware, des statistiques sur les mails, parce qu'on sait que 90% des attaques proviennent du mail. Donc ça matérialise et ça rend plus concret l'investissement de votre client final. Et bien entendu, on va avoir toute une série de widgets qu'on va pouvoir configurer et qui permettent d'enrichir la console. Là, on est sur la liste des endpoints, donc on va pouvoir voir les actions qui vont être immédiatement requises. Donc ça, c'est des actions critiques. On s'aperçoit qu'il y a une grosse faille de sécurité, il faut agir. Sur le tableau, on va l'avoir tout de suite. On va aussi voir les machines qui ne sont pas managées par la solution Vision One. Donc ça permet peut-être de proposer un add-on du contrat au client et enrôler des machines supplémentaires et forcément augmenter le revenu. Au niveau des assessments, alors ça c'est pas mal aussi, j'ai pu le tester. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai pas de profil technique, mais je m'amuse quand même avec des solutions comme ça. Mais on va pouvoir faire un test du cloud posture et donc de voir depuis l'extérieur quelle est mon exposition au risque. Mais on va aussi avoir un outil de phishing simulation. Alors, TrendMicro en fait, Hornet en fait, on va en reparler. C'est toujours un outil extrêmement utile pour démontrer le bien fondé du service que vous allez apporter à vos clients finaux pour renforcer la cybersécurité. 90% des attaques viennent du mail. Monsieur, je vous propose un test de phishing, aussi débile soit-il, et plus c'est débile, mieux ça passe. Encore une fois, ça peut même être fun, mais quand on fait réaliser à une direction d'entreprise que les utilisateurs cliquent sur des mails qui les invitent à gagner
un iPhone ou à acheter un iPhone à 15 euros, dernière génération, en général, ça marche pas, ou alors il y a toujours des gens qui cliquent, ce qui justifie le besoin de renforcer la cybersécurité. Donc là, par exemple, un exemple de phishing, on va dire, tiens, on va faire un phishing sur une boîte de réception 365 pleine, on envoie un faux mail, l'utilisateur va cliquer dessus, on va pouvoir regarder le preview de l'authentification, et puis, si, bien entendu, on enrôle les différentes personnes, hop. Et là, je vais avoir un mail qui va juste apparaître pour l'utilisateur qui aurait voulu rentrer sur les login et mot de passe en disant, bon, vous avez du bol, c'était un test, et c'était un test thread. Et forcément, on va récupérer les informations par la suite. Là, on voit aussi les différentes interconnexions des différentes machines. C'est très graphique. On peut voir que tel utilisateur a encore accès sur telle ou telle machine, est lié à cette machine. Pourquoi il a encore accès? Est-ce qu'il devrait encore avoir accès? C'est aussi intéressant sur la partie identité. Et puis là, on a un petit bouton qui est très intéressant. On est rentré dans une génération d'intelligence artificielle. Et ben ça, c'est l'intelligence artificielle qui s'appelle Compagnon de Trend Micro, et on va pouvoir lui poser tout type de questions en disant tiens, qu'est-ce qu'un ransomware, ou tiens, j'ai une alerte, le workbench là-haut qui est celle-ci, est-ce que tu peux me l'expliquer? Je comprends pas bien. Donc on va accompagner le technicien pour bien comprendre ce qu'il peut voir dans la console. Et bien entendu, on va avoir des réponses détaillées, comment je peux remédier, qu'est-ce que je dois faire à l'étape d'après. Donc on va avoir ces réponses-là. C'est hyper ludique, je trouve. C'est assez ludique, hein, comme le chat GPT ou Merlin pour ceux qui utilisent ça. Et forcément, ça augmente votre niveau de pertinence en termes de cybersécurité. La conclusion, Trend Micro, vous avez pu le voir, c'est un leader du marché. La solution Vision One, alors multi-tenant, c'est un peu en devenir. Hein. Aujourd'hui, c'est pas forcément du multi-tenant, mais ça va le devenir dans un avenir très proche. C'est simple, c'est puissant, c'est efficace. Donc c'est le genre d'outil qu'a un partenaire comme vous, intégrateur. C'est un outil dont vous aurez besoin pour demain, pour renforcer votre SOC. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Trend Micro? Tout va bien? Ça va pas trop vite? Oui? La console, c'est uniquement en anglais? Bonne question. Laurence est là? Non, elle est partie. Je pense qu'elle est qu'en anglais, oui, aujourd'hui. Ouais. Ouais? Ok. Oui. Oui, si console en anglais, les rapports seront en anglais. La France est un trop petit pays pour Trend Micro, en fait. Deuxième solution qui vont répondre aux deux mêmes premiers points d'obligation, l'analyse des risques et les procédures d'évaluation. On parle de Enable. Alors Enable, c'est pour le coup une solution américaine, donc console en anglais, pour répondre tout de suite à cette question. Et cette solution, c'est une solution SOAR, donc Security Orchestration Automated Response, et c'est un rachat de la société Adlumin que Enable a fait très récemment. On va collecter, on est un petit peu dans la même philosophie que Trend Micro, sauf que Trend Micro aujourd'hui n'est pas encore dans la partie SOAR.
Et la partie SOAR, c'est la capacité de l'éditeur à vous accompagner et à vous délivrer une réponse concrète à une attaque. Donc on va, avec la solution Enable, corréler et collecter un certain nombre d'informations selon différents éditeurs, pas que les produits Enable, un petit peu comme Trend Micro. Donc on va collecter, on va ingérer tout ça, on va comparer encore une fois avec les bases de connaissances, Mitre, ATIP, ATIP Shield. Donc c'est des bases de connaissances de vulnérabilité pour pouvoir sortir ce qui est le plus pertinent et ce sur quoi il va falloir apporter des réponses. Sauf que cette réponse-là, avec Enable, elle va pouvoir être automatisée parce que c'est du SOAR. Donc on est à un step un petit peu plus en avant de Trend Micro. Alors, Trend Micro, ça existe, hein, la partie réponse de l'éditeur et l'accompagnement de l'éditeur pour remédier aux attaques. Ça s'appelle, c'est la solution MDR, hein, Managed Detection and Response. Mais c'est une option qui va être payante chez Trend Micro et qui va être devoir acheter client par client. Là, la solution Enable, c'est une solution pour vous, intégrateur, partenaires qui dispensaient un service à vos clients finaux pour pouvoir apporter ce niveau de sécurité à vos clients. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir automatiser avec cette partie SOAR ? En fonction de l'attaque qu'on va subir, on va pouvoir désactiver des comptes utilisateurs, on va pouvoir faire des mises à jour automatisées, on va pouvoir éteindre une machine, déconnecter une machine, on va avoir pas mal d'actions automatisées pour remédier sans rien faire. Donc l'avantage, pour vous, c'est un gain de temps considérable. Et là-dessus, je m'arrête, parce que le temps, c'est peut-être votre plus gros levier de marge que vous pouvez avoir. Si vous divisez par le temps par 2 pour faire une même tâche, le temps que vous allez libérer, vous allez pouvoir le dédier à faire une autre tâche et qui va vous rapporter plus d'argent. Et ça, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir. L'optimisation du temps, l'optimisation de vos outils, la concentration de vos outils pour faire un maximum de choses, encore une fois, avec un minimum de consoles, un minimum de formation. On optimise le temps de formation, on optimise l'équipe technique. L'équipe technique est contente aussi parce qu'elle n'est plus à travailler sur des choses qui sont peut-être toutes bêtes. Une mise à jour Windows, ça doit être automatisé. Une mise à jour, parce que si on ne fait pas cette mise à jour, on est toujours sur une faille de sécurité. Si on peut l'automatiser, c'est très bien. Si c'est un homme une personne physique qui doit faire cette action-là, on perd un temps fou et on perd un argent fou. Donc les outils d'automatisation comme ça vont être extrêmement utiles. Au niveau de la console, on va retrouver à peu près la même philosophie que Trend Micro. On va avoir une note de 0 à 100 aussi. Rien de révolutionnaire là-dessus. On va pouvoir voir la liste des événements, et si on descend par exemple, on va voir que un account privilège a été exposé à une faille à une fuite de données. La réponse immédiate, et on voit normalement l'heure à 6h052, et on voit tout de suite que l'action du SOAR de Enable, c'est on a reseté la compte. Action, réaction, de la part de Enable, chez vous, 0 action. Donc le service est délivré au client final, le client final est content, et vous avez pu continuer à faire vos opérations au quotidien. On a du lateral movement, bon ça on va pouvoir voir aussi ce qui se passe d'une machine à une autre.
Qu'est-ce qu'on va avoir? Pareil, les détections critiques. Donc c'est toujours quelque chose d'assez intuitif. On va pouvoir se balader dedans. On va pouvoir voir assez graphiquement tous les risques auxquels le client final va être exposé. Au niveau de l'intégration, on a des intégrations automatiques. On va pouvoir faire des intégrations de solutions cloud, de endpoint security. On va retrouver du Bitdefender, du Cylance, du NinjaOne, pas mal de solutions. Elles sont pas toutes listées. Du email security, pareil, elles sont pas toutes listées. Et puis, si je regarde My Integration, ça va être mes applications que j'ai déjà intégrées. Okay. Donc ça aussi, tout est automatisé, tout est déjà préconfiguré pour avoir un maximum d'informations. Et puis si je clique sur la partie Firewall, je vais pouvoir faire une analyse géographique, par exemple. Je m'aperçois qu'il y a une machine qui se connecte à distance. C'est bizarre, cette adresse IP, je la connais pas, je vais pouvoir l'analyser et avec Virus Total, par exemple, on va s'apercevoir que c'est une adresse qui génère du phishing. Donc on va pouvoir faire l'action en conséquence, ou le SOAR, si on le configure, va pouvoir faire l'action en conséquence. La type shield management, pareil, c'est une base de connaissances qui permet de comparer les vulnérabilités qu'on va pouvoir avoir. On peut aussi extraire des listes d'URL à bloquer et qu'on va pouvoir directement importer dans la partie Firewall. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est fourni directement par Enable. On va pouvoir l'intégrer dans le Firewall. Pareil, on automatise encore une fois plein de choses. On gagne un temps absolument considérable là-dessus. Donc réponse à un client VPN compromis ou un compte Office 365 compromis, on va configurer si le SOAR de Enable fait une action automatisée ou pas. Bien entendu, on va pouvoir aussi cliquer sur tous les utilisateurs, voir leur niveau de risque, le détail des applications qu'ils vont pouvoir avoir, etc. etc. Tout ce qui est reporting, on va voir aussi que sur le nombre d'événements qui est absolument considérable, on va avoir relativement peu d'alertes, des alertes graves, les alertes qui sont nettoyées, les alertes critiques, et puis en fait, il n'y a plus rien à faire parce que le SOAR se sera occupé de tout, à condition bien entendu de correctement le configurer en amont. Et puis, ce qui va être important, c'est la partie reporting, où on va pouvoir délivrer, encore une fois, aux clients finaux, regardez ce qui s'est passé en termes d'activité sur le mois dernier, sur votre réseau, les machines, les liens URL qui ont été exploités, sur lesquels il peut y avoir des vulnérabilités, l'activité des endpoints, l'exposition sur le darknet. Donc Enable, c'est surtout pour vous un bénéfice, tout comme Trade Micro Vision One, c'est un bénéfice de gain de temps, de marge, donc une augmentation de revenus et moins de temps à passer au niveau technique pour remédier à ça. La gestion des incidents, notification et reporting, là on est plus sur quelque chose d'administratif. C'est de dire un client final, le jour où vous avez un incident qui se passe, comment il est géré. Qui s'en occupe? Qui le déclare? En gros, c'est une procédure qui va être écrite en disant la loi NIS 2 nous oblige à déclarer à l'ANSSI ou à la CNIL l'incident de cyber qu'on vient de subir et il faut en assurer un suivi. Donc on doit déclarer l'incident sous 24 heures, on doit donner une évaluation de l'incident sous 72 heures, et puis un suivi
de cet incident sur les semaines jusqu'à la résolution. Donc là, on est plus sur un point d'obligation qui va être plutôt organisationnel et administratif. Bien entendu, sur cette gestion d'incidents, les solutions XDR, EDR, et je m'aperçois que j'ai pas la partie Storm Shield, sur la partie XDR, va pouvoir vous aider sur la notification et reporting suivi de cet incident. Alors la continuité d'activité, il y a différents sujets, hein, soit un utilisateur qui est un peu tendu sur son PC, soit une clope qui a mal été écrasée chez OVH Cloud, à Strasbourg. Je ne sais pas quelle est l'origine du feu. Mais forcément, ici, vous en avez tous entendu parler, voire vous avez vu la fumée s'élever. On parle clairement de la continuité d'activité, continuité d'activité sauvegarde PRA. Alors j'ai trouvé une petite anecdote d'une boulette de Google qui a juste supprimé, par erreur, le compte Unisuper 135 milliards de dollars. Mais sauf que c'est une boulette humaine, hein. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais non seulement ils ont supprimé le compte, mais ils ont supprimé toutes les sauvegardes. Ce qui pose problème. Parce que c'était un compte de retraite, là. 647 000 clients. Heureusement, le client avait juste prévu de faire une autre sauvegarde ailleurs que chez Google. Sinon, les 647 000 clients s'asseyaient sur leur retraite. Ou la boulette. Donc ça va être un point très important. Je vous disais en introduction, quelle est la sensibilité du client? Est-ce que c'est votre arrêt de production? Très bien. Le PRA, hein, plan de reprise d'activité, ou on parle de MCO, ou de plan de continuité d'activité, PCA. Aujourd'hui, on va avoir différents éditeurs qui vont vous proposer des solutions de sauvegarde, que ce soit sur la partie Office 365, sur les machines, sur les serveurs. Certainement, beaucoup d'entre vous utilisent des solutions comme Vim. C'est très bien. C'est américain. Nous, aujourd'hui, alors, pareil, Enable est américain, mais Atempo et Evade sont des solutions européennes. On va parler un petit peu de souveraineté en conclusion. Sur la partie donc Atempo, c'est un éditeur 100% français. Et ils ont toute une gamme de solutions qui sont Lina, Tina, Myria. Alors Myria, c'est plus pour du gros transfert de données. Mais Tina va s'occuper de tout ce qui est sauvegarde de serveurs et des environnements Office 365 intégral. Donc jusqu'à Teams, Exchange, OneDrive, SharePoint. Et bien entendu la partie messagerie. Avec la capacité de restauration extrêmement rapidement, soit sur le même emplacement, sur un emplacement différent, ou sur un système local. On va aussi avoir le PRA. Monsieur le client, si votre serveur à l'usine vient à tomber, comment vous continuez à produire? Il me faut un serveur de secours. Ce serveur de secours-là, comment on va pouvoir le remonter? Comment et sous quel délai on va pouvoir le remonter? Sous quel délai on va pouvoir reprendre la production de l'entreprise? Et puis sur la partie dédiée à Office 365, que ce soit Microsoft, l'IDC ou le Gartner, ils disent systématiquement, ne faites pas confiance seulement à Microsoft pour cette partie sauvegarde, ayez une solution de sauvegarde séparée, et puis on va avoir, surtout sur la partie Office 365, des délais de rétention qui vont être extrêmement courts. Et ça, c'est trop court.
Et donc, ça nécessite des solutions supplémentaires pour pouvoir assurer la bonne sauvegarde. Alors, au niveau de la console, pareil, ça c'est un visuel de la console Tina. On est sur une console qui va être multi-tenante. Hein. On va pouvoir voir les différents comptes, lancer les sauvegardes sur la partie M365. Bon, après, il y a des configurations de stratégie, on peut suivre les travaux, on va avoir du reporting. Encore une fois, le reporting, montrer à votre client final que ces sauvegardes se sont correctement finalisées, qu'on a une statistique de 100% de machines sauvegardées correctement et qu'on va pouvoir les restaurer correctement aussi et rapidement, ben ça donne de la valeur à votre service. Au niveau de la restauration, ici on veut faire de la restauration Microsoft 365, on va pouvoir sélectionner on va pouvoir détailler, que ce soit des mails, des contacts. On va pouvoir aussi sélectionner à quelle date on veut restaurer l'information. Et on peut descendre jusqu'à un mail bien précis. En termes de stockage, on va faire du S3. Si on veut faire un stockage sur un cloud, on va pouvoir sélectionner différents clouds comme le Wasabi S3, l'ActiveScale, Scality, OVH Cloud. Ça, c'est déjà préconfiguré. Et puis, si on prend l'exemple de Wasabi S3, on va pouvoir cliquer sur le bouton immuabilité de la sauvegarde, c'est-à-dire qu'on va graver dans le marbre cette sauvegarde et donc qu'on ne pourra plus toucher à cette donnée, elle sera totalement immuable. Là, on va être sur un self-service restore, donc c'est un service autonome pour les utilisateurs qui dit tiens, j'ai supprimé un mail, j'ai supprimé des informations que je veux récupérer de manière autonome. Donc il va pouvoir lui-même configurer, descendre dans ses arborescences de ce qu'il veut et en demander la sauvegarde. On envoie la sauvegarde, on dit où est-ce qu'on veut la récupérer et puis très rapidement la restauration est effectuée. Sur la partie Lina, alors jusque-là on parlait de Tina, on était sur la partie serveur et Office 365, la console Lina est dédiée à tout ce qui est poste de travail. On va retrouver la même philosophie, on est sur du multi-tenant. L'avantage de ça aussi, c'est qu'on va pouvoir donner au client final la main uniquement sur son environnement à lui. Et il va pouvoir piloter ou consulter ces différentes statistiques de sauvegarde. Encore une fois, on va donner les informations directement au client. C'est compatible avec à peu près tout. On peut faire de la sauvegarde jusqu'à 1 minute. On peut sauvegarder toutes les minutes jusqu'à une fois par jour. Donc on est toujours pareil avec un serveur de plan de reprise d'activité. Si le serveur Lina initial vient à tomber, bah, ça peut être utile d'avoir une sauvegarde. Chose qu'OVH avait, mais en fait la sauvegarde était dans le bâtiment d'à côté, donc les deux bâtiments ont brûlé, donc ça c'était... Ça s'est pas bien passé, un peu comme dans le World Trade Center où le Data Center 1 était dans la tour 1 et le Data Center 2, backup du 1, était dans la tour 2. Les deux tours étant tombées, c'est un peu dommage. Donc il faut aussi penser que les sauvegardes, c'est bien d'avoir la sauvegarde initiale à un point, mais le backup de la sauvegarde, ça sert à rien de la garder dans le même placard. Parce que le risque, il est là. C'est que si le placard brûle, ben vous avez vos deux sauvegardes qui sautent. Donc il faut bien penser à avoir différentes sauvegardes, peut-être une en local et une dans le cloud. C'est la règle des 3-2-1 dans les environnements de sauvegarde. La console Lina, on va pouvoir voir chaque agent, les sauvegardes, stratégie de sauvegarde, les différents critères. On va pouvoir sélectionner une stratégie, on va pouvoir la configurer, la tuner selon les besoins d'un client. Et bien entendu, toujours la notion de rapport, j'y reviens et je reviendrai encore.
pour montrer que tout se passe bien dans le service que vous proposez. Les différentes méthodes de restauration, soit par automate, comme on l'a vu précédemment, avec Tina, via une interface web, restauration à distance, ou ils ont un petit système aussi de clé USB hyper efficace pour la restauration. Atempo, en résumé, ce qui est bien, c'est que c'est 100% français. Hein, c'est un des membres fondateurs d'Exatrust, pour ceux qui connaissent. Il faut savoir que Tina et Lina sont aussi intégrés dans les solutions hardware qui s'appellent Continuity, ex-Voxo, pour ceux qui connaissent. Mais c'est plus Voxo, c'est Atempo. Et donc on va pouvoir répondre à absolument tous les besoins de sauvegarde d'une entreprise. Et encore une fois, ça répond à ce point d'obligation NIS 2 de sauvegarde et de PR. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie Atempo? Je continue. Enable. Alors, zoom sur le Cove Data. Cove Data, c'est la solution de sauvegarde de Enable. Pourquoi Enable? Alors, ils sont extrêmement puissants. Encore une fois, c'est peut-être américain, mais ils sont quand même hyper efficaces. C'est clairement un des leaders de tout ce qui est RMM, Remote Monitoring Management. Et encore une fois, à travers une seule et même console, on va pouvoir proposer un maximum de services, y compris la sauvegarde. Chez Enable, on va faire de la sauvegarde de PC, de serveurs, de l'environnement total Office 365, et avec l'avantage que chaque licence est fournie avec son propre environnement de stockage. Alors il y a des limitations sur les volumes stockés en fonction de licence, mais encore une fois, l'idée c'est l'optimisation du temps. Une seule console pour faire un maximum de choses. La gestion des sauvegardes, donc ça c'est une personne de one-to-one qui s'exprime, qui disait la gestion des sauvegardes, le temps homme passé à gérer les sauvegardes était plus cher que ce qu'on vendait en fait. Donc c'est clairement pas rentable. On revient sur l'optimisation du temps. Sur votre levier de croissance en termes de marge, il est sur le temps. Il n'est pas sur la négociation d'une licence. Il est uniquement sur le temps. On va voir qu'une licence de sauvegarde Office 365 chez Enable, ça coûte 1,65 €. Vous avez 1 Tera de données par compte, par licence, qui est fourni avec. C'est assez imbattable en termes de tarifs. Pourquoi? Parce que vous avez cet environnement de stockage qui est déjà inclus dans la licence. Et bien entendu, le temps de gestion, le temps de passer des équipes techniques à gérer ça est considérablement réduit. Ils ont un autre point absolument fort chez Enable. Alors là, on a parlé de la réduction du temps. Pareil, sur un exemple, sur une sauvegarde d'image classique, on va considérer qu'un personnel technique requis, c'est 4 équivalents temps plein. Avec Enable, pour faire le même travail que 4 équivalents temps plein, on va demander un demi-équivalent temps plein. Donc forcément, les économies sont absolument considérables. Quand on va rajouter des clients, il va falloir rajouter des gens pour la gestion en sauvegarde d'image classique. Avec la solution Cove Data Protection, on peut utiliser un technicien junior, on a besoin juste de le former, on enrôle un nouveau client, tout est automatisé, c'est relativement simple. Gain de temps et donc gain d'argent. L'autre avantage, c'est leur taux de compression. Enable va sauvegarder uniquement la partie qui est changée dans la machine. On ne va pas re-sauvegarder systématiquement toute la machine. Et donc, on va
diminuer considérablement les espaces de stockage nécessaires. Alors, cet espace de stockage est proposé par Enable, mais on le remplit beaucoup moins vite qu'avec une solution classique. Donc, comme je disais, une licence Office 365, par exemple, c'est 1,65 €. Si vous la vendez à 4,50 € et que vous automatisez tout ça, on monte à 63 points de marge. Au niveau de la console, pareil, rien de révolutionnaire. On va avoir les différents profils, on va pouvoir les configurer, les produits, la durée de rétention de 30 jours à 365. Si je regarde une machine en particulier, je vais voir son taux de compression sur la sauvegarde. Et puis si je fais un recovery testing verification, je vais voir que pour restaurer cette machine qui est un serveur, on va mettre pas loin de 3 heures. On va pouvoir sélectionner aussi à quel niveau on va restaurer cette machine. Sauvegarde Hyper-V, pareil, on va sélectionner le temps, à quel instant on veut restaurer la machine. Enfin, si je veux restaurer la machine dans son état au 5 mai, je vais sélectionner ça. Pareil, là, recovery d'une machine, là, 6 minutes pour restaurer une machine, ce qui est particulièrement efficace. Pour ceux qui utilisent Nsight, on va avoir un petit chapitre au niveau du backup. On va pouvoir, Nsight qui est la solution Remote Monitoring Management de Enable, on va avoir un petit chapitre sur la partie sauvegarde et qu'on va pouvoir reconfigurer ou modifier certaines configurations. Donc hyper efficace, gain de temps encore une fois. Et puis quand vous prenez un forfait DPP, ce qu'ils appellent le Data Protection Plan, on a 1000 licences Cove Document qui sont offertes. Une licence Cove Document vous permet de sauvegarder les fichiers d'un PC. Et ça va être fourni gratuitement. Okay. Le forfait DPP, c'est 275 € par mois. Donc ça peut être aussi très rentable. Sécurité de chaîne d'approvisionnement, pour ceux qui ont déjà assisté aux présentations NIS2, la chaîne d'approvisionnement, c'est peut-être ce qui va vous apporter à vous un maximum de levier de business. Pourquoi? Parce que les entités non concernées par NIS2 vont peut-être indirectement être concernées parce qu'elles sont prestataires de services ou qu'elles interviennent dans des entités, dans des entreprises qui sont elles-mêmes concernées par NIS2. Donc, quand on sait que 98% des plus grosses entreprises ont un fournisseur qui ont déjà déclaré des attaques, il faut se sécuriser vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement. La sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des SI, en gros, c'est comment choisir un éditeur, l'évaluer, le mesurer. Est-ce qu'il est sécure? Est-ce qu'il est certifié ISO 27001 par exemple, qui est une excellente garantie pour un éditeur. Et d'ailleurs, si une entreprise est certifiée ISO 27001, elle va être très proche de la certification NIS2 et du fait de répondre aux différents points d'obligation NIS2. Le point numéro 6, on l'a vu, donc Enable ou Trade Micro, c'était la première partie. Et puis là, on arrive à la partie sensibilisation des utilisateurs. 2 éditeurs majeurs là-dessus, avec Olfeo, avec la solution Awareness, et Hornet Security et Vade. C'est la partie Hornet qui apporte énormément sur cette partie sensibilisation des utilisateurs. Encore une fois, plus vous allez former les utilisateurs d'une entreprise à la cybersécurité, les sensibiliser, leur dire ne cliquez pas sur un lien qui vous demande de rentrer votre login mot de passe Office 365 parce que vous avez de fortes chances que ce soit du phishing. Plus on les forme à ça, plus on va diminuer le risque. 90% des failles de sécurité proviennent du mail.
mais 90% des failles de sécurité viennent d'une erreur humaine. La boulette de Google, c'est une erreur humaine sur Unisuper, le compte à 135 milliards. Donc ça, on ne va pas pouvoir se prémunir de tout, mais mieux on forme, plus on pourra diminuer cette exposition. Donc Olfeo va avoir une solution qui est entièrement dédiée à ça. On a 110 thèmes de cybersécurité, c'est du mailing, c'est de la formation. On va pouvoir suivre cette formation. Là, on a la liste des différents thèmes de sensibilisation à la cyber. Avec un certain niveau, avec la durée, avec un certain nombre d'informations. On traite de tout et de n'importe quoi, pas forcément que d'une partie cyber comme le phishing. Vu d'un participant, on va pouvoir personnaliser le logo pour mettre le logo de votre entreprise. Il va avoir un portail d'accès pour sa propre sensibilisation. Des emails d'invitation personnalisables. Et donc, il va pouvoir faire son suivi de sensibilisation et avoir sa propre note. Et bien entendu, vous ou le client va pouvoir aussi faire le suivi de ces différentes campagnes de sensibilisation. Donc, temps de déploiement immédiat, enfin extrêmement efficace. Et encore une fois, ça va répondre à cette obligation, et surtout pour le top management, de sensibiliser les utilisateurs. Encore une fois, le top management peut être condamné à titre personnel s'il ne respecte pas ce point-là. Donc il va falloir prouver que, oui, on a eu des campagnes de sensibilisation des différents utilisateurs de l'entreprise. Sur la partie Vadé-Hornet, ils sont présents aujourd'hui, bien entendu, ils pourront vous en parler bien plus en détail. Donc on est sur une solution Awareness qu'on va retrouver en bas, qui est inclus dans le plan 4 de la solution Olfeo. Là, on est sur une solution brevetée, qui est l'ESI, qui est le suivi de l'évolution de la sensibilisation des différents utilisateurs de l'entreprise. On va avoir une note par utilisateur, par groupe d'utilisateurs, pour l'entreprise au global. On va avoir 7 niveaux de difficulté. Hornet va peut-être un petit peu plus loin qu'Olfeo là-dessus. C'est deux solutions qui vraiment sont côte à côte. Là, alors les deux derniers niveaux, 6 et 7, sont pas encore disponibles, à moins que ça ait changé depuis la semaine dernière. Mais on va, en fonction du niveau de chaque utilisateur, pouvoir leur proposer des tests de plus en plus complexes. Et l'objectif étant, bien entendu, de les rendre des cyber-héros, des super acteurs de la cybersécurité de leur entreprise. Donc là, on va avoir la note de l'entreprise, l'évolution de la note de l'entreprise. On va avoir les statistiques des personnes qui sont entre 70 et 100 points. Il faut être au-dessus de 70 pour être plutôt pas mal en termes de sensibilisation cyber. On va pouvoir voir l'évolution de ce qui a été commencé, complété, finalisé. Et bien entendu, sur le groupe ESI, on va avoir les différents services de l'entreprise qui vont être mesurés. Le service marketing, le service comptable, le service commercial, le service technique, etc. On va aussi avoir cette statistique qui est toujours intéressante de savoir quels sont les points d'impact. En fait, qu'est-ce qui a fait que les utilisateurs ont cliqué sur telle ou telle chose? Donc ça peut être intéressant. Ça, c'est pour la sensibilisation de chaque personne. Et on va avoir par entité aussi ou département qui est à quel niveau en termes de difficulté.
En configuration, c'est extrêmement intuitif. Pareil, j'ai pu jouer avec. C'est assez facile à utiliser. On va pouvoir aussi dire si une personne qui est extrêmement douée, on lui envoie autant de campagnes que son voisin qui est plutôt pas doué. Donc ça va très très loin en termes de configuration. Et encore une fois, on va avoir des fausses captures. Et bien entendu en disant ah bah, vous avez failli saisir vos trucs. Heureusement, vous avez du bol. C'était juste un test. Et là, on va pouvoir l'orienter vers de la sensibilisation. Là, pour le coup, ça va être dispo dans plein de langues différentes. Pour la partie chiffrement, je vais passer rapidement. On va retrouver SDS de Storm Shield et Trade Micro Encryption. On ne fait pas beaucoup de business autour de ces solutions-là, mais elles ont le mérite d'exister. SDS, par exemple, en termes de référence client, ça va être Michelin ou Le Monde pour les journalistes du Monde qui vont échanger les articles, les données, les informations. Tout ça, ça va être chiffré. Donc c'est important aussi de pouvoir chiffrer la donnée. Sécurité des ressources humaines, il faut savoir que nous avons signé très récemment la partie Bastion de Walix. Donc c'est maintenant intégré à notre portfolio. Donc tout ce qui est gestion des utilisateurs, tout ce qu'on appelle le PAM, Privilege Access Management. On va faire de l'Identity Access Governance aussi pour suivre la vie d'un utilisateur et de ses droits d'accès. Est-ce qu'un utilisateur a toujours le droit d'accéder à ces machines? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clients finaux qui n'ont plus, qui se sont séparés d'un employé, mais que l'employé qui est parti a toujours des accès sur différents serveurs, ce qui est particulièrement critique et une faille de sécurité absolument considérable. Et puis le dernier point, ça va être l'utilisation d'authentification à plusieurs facteurs, le MFA. Et ça, pareil, c'est Walix qui va nous répondre à ce point-là avec la solution IDAS, qui est une solution 100% SaaS. Il faut savoir que Walix, c'est une solution française, membre d'Exatrust, Jean-Noël de Galzin, qui est le président de Walix, et président d'Exatrust. Pour moi, c'est peut-être un des plus gros leviers qu'on peut avoir en termes de business, non seulement parce que NIS 2, ça oblige à mettre de l'authentification forte, mais on peut aussi embarquer le client en lui disant bah, il faut quand même vous assurer que quand un utilisateur s'authentifie, c'est bien cet utilisateur qui doit s'authentifier. Comment ça se passe? On va passer par un portail qui s'appelle Walixidas, et on va faire de l'authentification sur toute une série d'applications diverses et variées qui vont être préconfigurées. Et sur certaines applications, on va pouvoir demander la validation, donc ce qui passe, c'est ce qu'on appelle l'authentification forte, en disant je me log, je mets mon mot de passe, mais je vais avoir un pop-up sur mon téléphone qui va me dire est-ce que vous autorisez cette connexion à cette application pour cet utilisateur. Okay. Donc comme je disais, on arrive sur le portail, je veux me connecter à Office 365. Donc c'est un portail unique, je vais me loguer qu'une seule fois. Je vais me loguer qu'une seule fois sur ce portail-là, et je vais pouvoir cliquer sur n'importe quelle application. Alors c'est bien, on n'a pas besoin de s'authentifier à chaque fois. Maintenant, si je veux me connecter à MC Payroll, on va voir que j'ai un petit cadenas, et ce petit cadenas signifie que je demande de l'authentification forte. Et donc que je vais avoir un petit pop-up qui va apparaître sur mon téléphone et que je vais devoir autoriser pour pouvoir accéder à ma solution. Au niveau de l'interface admin, comme je vous disais, on est interfaçage avec les différents annuaires qu'il y a là, donc les plus courants, les différentes applications auxquelles on va accéder.
on va pouvoir enrôler des nouvelles applications. Ça, c'est déjà préconfiguré. Donc, si vous cliquez sur une des applications, bah, ça va être tout automatisé, l'intégration va être extrêmement facilitée. Si c'est pas inclus, on va quand même pouvoir le faire. Ça nécessitera un petit peu plus de configuration, mais on va quand même pouvoir le faire. C'est de l'authentification SAML et on est compatible avec du FIDO. C'est bien ça? Je vois la validation de mon ami Laurent. Au niveau des permissions, on va voir les permissions pour toutes les applications. On va aussi voir, alors sur celle application, Box One, on va dire, tiens, bah, c'est une authentification par défaut à un facteur, ou du deux facteurs, ou c'est carrément un accès interdit à cette application. Pour un utilisateur, pareil, je vais pouvoir identifier les différentes autorisations des utilisateurs. Les journaux de connexion, qui sait qui a fait quoi à quel instant. Et puis, une alerte, un utilisateur qui a perdu son identifiant, qui ne peut plus s'authentifier, on va avoir le service technique qui va pouvoir fournir un code de secours. Il va cliquer sur code de secours et on va pouvoir lui communiquer par téléphone ou d'une manière ou d'une autre ce code qui va pouvoir lui débloquer son accès. C'est extrêmement rapide. Chez Chris Réseau, bien entendu, nous utilisons cette solution Walix. C'est très simple d'utilisation. Ça ne change pas trop l'expérience utilisateur. Alors oui, ça va demander quand même l'utilisation peut-être du téléphone. Tous les clients finaux n'ont peut-être pas forcément ça. Donc en clair, alors ça a été très très dense, hein, j'ai été très très vite parce qu'il y avait beaucoup d'informations, mais en gros, chez Chris Réseau, on a une réponse pour chaque point d'obligation de NIS 2, et certains éditeurs répondent à plusieurs points d'obligation. Un point sur la souveraineté, qui est quelque chose chez nous qui est très important. Près de 80% de notre catalogue, 70% je crois, de notre catalogue est franco-français. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que vous êtes tous au courant qu'il y a du Patriot Act, du Cloud Act. Il faut savoir que la loi FISA vient d'être signée et prolongée de 2 ans par notre ami Joe Biden. Ami jusqu'à quand? Parce qu'il y en a peut-être un autre qui va arriver et qui va serrer le kiki à tout le monde. Les Américains, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, bon, il y a un petit dessin humoristique en disant oui, mais c'est quand même à moi. Ouais, mais nous on est Américains. Premier, on va regarder, mais bon, on va pas utiliser, mais on va regarder. La loi FISA, c'est open bar. Ils peuvent tout regarder. Ils ont fait aussi tout un plan Clean Network, à savoir, on dégage l'intégralité des solutions chinoises de toute entreprise américaine. Ils se sont aperçus que une année, alors ça fait quelques temps, mais toutes les bases américaines à travers le monde étaient couvertes de caméras Huawei. Je veux dire qu'ils ont tout dégagé. Donc, bien entendu, c'est problématique. Notre ami Vladimir, bon, je résume ça avec la roulette russe 2.0. On fait confiance ou pas. Il y a pas mal de lois qui font que la Russie est en train de se fermer sur elle-même, un petit peu à la mode chinoise. Ce qui me permet de passer aux Chinois, qui a à peu près la même philosophie que les Américains, à dire je dégage toutes les solutions américaines. Ça a été leur loi 352 pour virer absolument toutes les solutions américaines de leurs différentes solutions. Donc on voit que quand même c'est un peu la bataille entre ces différents pôles. Donc on a les Américains, on a les Russes, on a l'Asie. Ça serait peut-être pas mal de s'intéresser juste à ce qu'on fait en Europe. Et la question que je pose ici, c'est de dire pourquoi vous iriez vendre des solutions étrangères alors que vous êtes des entreprises françaises et que votre rêve, c'est que les clients en France vous achètent à vous, solutions françaises, entreprises françaises,
vos services français. Donc gardons un petit peu notre économie au niveau de l'Europe. En tout cas, ça porte un petit peu de réflexion. Et bien entendu, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Europe, au niveau de la Commission européenne, ils vont tous dans ce sens-là. Thierry Breton va dans ce sens-là. Florence Parly, ex-ministre des Armées, tous ont un discours qui va de plus en plus vers cette souveraineté. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais on l'a vécu aussi avec le Covid, on dépend trop de certains pays pour certaines choses. Ne faisons pas la même erreur au niveau de la cybersécurité. Un dernier point sur la partie ANSSI. L'ANSSI accompagne énormément sur la cybersécurité, enfin pour mieux sécuriser vos clients. Alors vous avez l'IBIOS Risk Manager qui est une méthodologie d'analyse des risques sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est disponible sur le site de l'ANSSI. Mais vous avez aussi plein de documentation sur le site de cybermalveillance.gouv que vous avez peut-être déjà utilisé, à destination des TPE, le guide de cybersécurité, les 10 mesures essentielles, kit de sensibilisation, que faire en cas de cyberattaque. Vous avez tous ces documents qui sont très intéressants. Et puis sur pareil, ça c'est aussi une information que j'ai trouvée très récemment. Outils d'aide en ligne proposés par l'ANSSI. Alors ce sont des solutions qui sont en bêta, mais déjà proposées. N'hésitez pas à les visiter. C'est toujours des outils d'aide pour vous accompagner à améliorer la cyber de vos clients. Okay. Et puis c'est vachement bien, parce que c'est 100% gratuit. Là-dessus, on fait 0 de marge. Pourquoi Chris Réseau? Parce qu'on est les meilleurs. Et j'en ai terminé. Pile poil. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été aussi clair que ça? Bon. En tout cas, merci à vous. Encore une fois, les éditeurs présents sont là pour répondre à vos questions. J'ai été très très vite. Toutes ces solutions-là peuvent être détaillées avec vos commerciaux locaux. Moi-même, je m'occupe de la partie MSP, donc c'est tout ce qui est solutions qui vont être proposées de manière mensualisée. On peut discuter ensemble, on peut discuter stratégie, comment construire une offre, comment optimiser une offre. J'ai insisté lors de cette présentation sur la gestion du temps, qui est, encore une fois, votre meilleur levier de croissance. Divisé par 2 le temps de traitement d'une information, ou le temps de traitement pour faire une action, sera l'explosion de vos marges. J'ai même un tableau qui vous en fera la démonstration de manière assez significative. Merci encore, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous avec tous nos éditeurs présents pour plus de détails sur leurs différentes solutions. Merci.